Très, très bien. Donc bonjour à tous. Merci encore une fois de cette tribune, que vous nous offrez, à Léo Dupouille et moi-même. Donc, vous avez en face de vous, 2 des associés, de Knock Knock. Donc nous sommes 3 à avoir cofondé cette jeune entreprise qui a un peu plus d'1 an, qui est basée, à Bordeaux, et on vous dira en fin de présentation un peu ce que fait, cette jeune, pousse et ce qu'elle ambitionne. Donc, le sujet qu'on a proposé à Nicolas, et encore merci d'avoir, de nous avoir offert cette tribune, c'est l'intelligence artificielle au service des reptiles. Alors, le fil rouge de cette présentation, on l'a sous les yeux. Donc, on va déjà rappeler la chaîne de valeur des reptiles. Après, on va passer aux limitations et au potentiel d'amélioration, hein, des process des reptiles tels qu'ils sont déclinés aujourd'hui et tels qu'on les a observés. Après, on va parler de quelles intelligences artificielles et pour quelles solutions. On parlera après des limites actuelles, hein, auxquelles fait face l'intelligence artificielle, ainsi que les risques qui s'esquissent, les risques futurs. Et comme je vous l'ai dit, on terminera avec ce que fait Knock Knock, ce qu'ambitionne de faire Knock Knock. Un petit rappel de la chaîne de valeur des Red Team. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Quand on est dans une logique de Red Team, on cherche à se mettre dans la place de potentielles menaces, afin d'identifier des vulnérabilités, d'identifier des chemins d'attaque, d'éprouver les équipes et les systèmes de défense, les fameuses Blue Teams, de préconiser des corrections des failles afin de bloquer les chemins d'attaque, et ce, avant que les attaquants ne les exploitent. Donc, se outsmart the threat, c'est-à-dire être plus intelligent que la menace, jouer un coup d'avance sur la menace, nous ne l'avons pas inventé, c'est dans l'ADN quelque part de cette approche-là de Red Team. Alors, ça c'est l'approche classique, hein, c'est la définition même d'une Red Team, mais nous, notre compréhension également, en parallèle, c'est la suivante, c'est qu'on cherche à confronter les chemins d'attaque découverts techniquement aux incidents de sécurité qui ont été vécus et enregistrés. Donc, il est très intéressant toujours, quand on a une bonne gestion des incidents de sécurité, de pouvoir confronter ça, hein, confronter le chemin d'attaque à l'incident, aux incidents de sécurité qu'on a vécu. Il faut également, selon nous, pouvoir confronter les chemins d'attaque découverts techniquement aux événements redoutés, identifiés lors des analyses de risque. Donc, un jargon EBIOS, un jargon d'analyse de risque. Donc, dans les analyses de risque, on esquisse, on identifie des événements redoutés. Ça serait bien également de faire ce rapprochement entre les résultats d'une Red Team, les résultats d'un test d'intrusion et les événements redoutés qu'on aurait identifiés et appréciés lors des analyses de risque. Et finalement, on préconise également qu'il y ait une confrontation, hein, et c'est notre compréhension d'un travail efficace de Red Team, c'est de pouvoir également confronter cela au tracé d'attaque dessiné au stabilo. Enfin, c'est un peu une image qu'on prend. Nous, on considère qu'on peut également faire des tests d'intrusion sur table quelque part. Okay, quand on a un diagramme du système d'information sous les yeux, quand on a une cartographie d'un système d'information, une cartographie des traitements, rien ne nous empêche au stabilo d'esquisser, de tracer des chemins d'attaque. Et donc, quand on a la chance de pouvoir réaliser des tests techniques, il faut qu'on puisse rapprocher ces tests techniques également de ce qu'on aurait dessiné au stabilo. Donc ça, c'est pour notre compréhension, hein, de ce qu'est une Red Team, de ce qu'elle cherche à faire et de ce qu'elle devrait faire pour véritablement que ce travail-là s'inscrive dans une bonne dynamique de gestion des risques numériques ou cyber. Maintenant, ayant dit cela, on a constaté, et je pense que ce qu'on va dire ne va pas vous étonner, il y a des limitations, hein. Il y a plusieurs limitations inhérentes à ces pratiques-là. La première est une limitation by design, dès la conception. Okay, c'est intellectuellement une limitation, vu qu'un défenseur doit protéger toute sa cage de but, si j'emprunte cette analogie au monde du foot, alors qu'un attaquant n'a besoin qu'une seule brèche pour marquer. Donc la dissymétrie, elle est inhérente au jeu, ce qui voudrait dire que dans cette logique de red team, dans cette logique de pentesting, on n'est pas en train de chercher l'exhaustivité, on cherche à marquer quelque part un but. Donc il faut avoir cette limitation en tête. Après, on a des limitations qui ont trait au coût et à la durée.
Moi, le premier, quand je faisais des tests d'intrusion et quand je rédigeais des rapports de tests d'intrusion ou quand il nous arrive encore d'en lire des rapports de cette nature-là, on a toujours une phrase magique qui est très introductive dans ces rapports de tests d'intrusion et de Red Team. C'est dans le temps imparti au test d'intrusion, nous avons pu faire ceci, nous n'avons pas pu faire cela. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend quand on dit dans le temps imparti? Ce qui voudrait dire que si le temps était plus important, si les moyens étaient plus importants, nous aurions pu faire plus. Et quand on est face à une raréfaction des compétences en pen testing et quand la demande en évaluation des niveaux de sécurité des systèmes d'information explose, ben, il est clair, et tous les pen testeurs qu'on a eu la chance d'interviewer au cours des 2 dernières années ben, nous ont dit que oui, leurs clients et ou leur chef, leur patron, leur demandent de réaliser les tests de plus en plus vite, et ce qui génère également une frustration. Donc également, c'est une limite à avoir en tête quand on veut faire un diagnostic le plus précis de ces pratiques-là. Après, il y a le problème de la réplicabilité pardon, de la répétition. Donc, pour nous, un pentester, c'est quand même un sportif de haut niveau. Donc, déjà, sans formation ou entraînement, sans partage et challenge, sans remise constante en cause, bah, les muscles s'atrophient. Les habitudes se perdent et on se retrouve dépassé en un rien de temps. Donc, il faut également avoir en tête que quand c'est l'humain seul, quelque part, qui réalise ce genre d'action, bah, il a ses limites, hein, ses limites d'humain. Et il est arrivé souvent de voir qu'un même pentester ou une même équipe de Red Team qui penteste un même environnement dans les mêmes conditions, ben, n'aboutit pas au même résultat. Elle n'aboutit pas au même résultat parce que c'est pas. On se réveille avec une humeur différente, on se réveille avec une contrainte différente, on se retrouve voilà avec une humeur différente qui fait que ça le résultat qu'on obtient sur un même périmètre en T0 et T1 n'est pas le même. Donc se pose le problème de la répétabilité. Et si un jour on veut tendre vers des niveaux de certification, il est clair que la réplicabilité, la répétabilité sont des choses qui sont très très importantes dans des logiques de certification. Après, il y a une limitation qu'on observe également qui est celle du point d'ancrage. Donc le point d'ancrage, c'est le point à partir duquel on se branche et à partir duquel on commence à dérouler le test d'intrusion. C'est le point de départ qui conditionne a fortiori la visibilité dont dispose le pentester ou l'équipe Red Team vis-à-vis de la cible. Et là, la question c'est ancrage externe ou interne. Encore une fois, de ce qu'on a observé, peut-être que nos observations ne sont pas exhaustives, mais de ce qu'on a ressenti, de ce que j'ai ressenti personnellement au cours de la dernière décennie, c'est que la plupart des évaluations, la plupart des tests se font plutôt de l'extérieur, depuis l'extérieur du périmètre de l'entreprise, et que des tests d'intrusion réalisés depuis l'interne ne sont pas très fréquentes. Alors, est-ce que elles sont pas fréquentes parce qu'on sait pertinemment que les réseaux internes sont des réseaux à plat, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de legacy sur les systèmes d'information et que on sait pertinemment qu'on va pas être au top du top de notre maturité et de notre efficacité, ce qui fait que on privilégie des points d'ancrage plutôt externes. Et donc, quand on fait ce type de choix, ce type d'observation, en tant que tel, c'est une limitation et donc un potentiel quelque part d'amélioration. Après, il y a une énième limitation qui est la typologie d'attaquant. Donc tout à l'heure, quand j'ai cherché un peu à redéfinir ou à définir ou à rappeler la définition de ce qu'est une red team ou ce qu'est un hacker éthique ou ce qu'est un pentester, c'est quelqu'un qui se met dans la peau de la menace, dans la peau de l'attaquant. Mais encore faut-il savoir dans la peau de qui on se met. Certes, le point d'ancrage, il peut aider hein, quand on se met sur un point d'ancrage interne, c'est-à-dire on se met dans la peau de quelqu'un qui a un accès physique aux locaux de l'entreprise, ou dans la peau d'un collaborateur en délicatesse avec sa hiérarchie, ou dans la peau d'un prestataire qui vient changer le disque dur d'un multicopieur et qui usurpe l'identité du fabricant. Il est clair que le point d'ancrage peut quelque part nous mettre sur cette piste, mais ça reste très flou. Et donc, il y a une limitation également dans les pentests tels qu'on les voit aujourd'hui, dans les Red Teams, c'est que on ne sait pas dans la peau de qui on se met en termes de persona.
nous, on les utilise d'ailleurs dans nos hacker stories, ce qu'on appelle des hacker stories, c'est-à-dire notre approche ludopédagogique d'imagination d'événements redoutés. Donc, on se met dans la peau de qui ici? Avec quelle motivation, avec quelle visibilité, avec quel vécu, avec quel niveau de compétence. Donc ça, c'est également, à notre sens, une limitation aujourd'hui dans ce type d'exercice. Voilà, donc j'ai cherché un peu à rappeler ce qu'est une red team, ce qu'on en comprend, les limitations qu'on observe, et que j'imagine vous partagez ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à interagir. On prendra les questions à la fin de l'exposé. Et donc, ce qui nous a amené à explorer ce que pourrait apporter l'intelligence artificielle au service des red teams. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Léo. Bonjour à tous, merci Adi. Donc voilà, on va passer sur la partie IA au service des red teams. Donc on va voir sur la slide suivante un petit peu qu'est-ce qu'on va aborder dans ce panorama-là. On a quelques points. Donc déjà, on va faire un petit rappel qu'est-ce qu'on appelle IA, parce que ce mot est un peu utilisé dans tous les sens et peut cacher plein de choses différentes. Ensuite, on va explorer des possibilités d'utilisation de l'IA comme outil dans la boîte à outils du hacker éthique ou du pentester. On va explorer ensuite les possibilités de l'IA en autonomie, donc de l'IA qui fonctionne un petit peu toute seule et qui pourrait être mise directement dans les mains d'un utilisateur final, donc d'un DSI, d'un RSSI. On va un petit bilan des bénéfices que l'IA pourrait apporter dans ce milieu-là, et finir quand même avec quelques limitations et risques futurs de ces technologies-là, bien sûr. Qu'est-ce que l'IA? Que cache le mot IA? Donc, on a ici un petit schéma. En fait, le monde de l'intelligence artificielle peut être très vaste et il y a différents termes qui peuvent utiliser de différentes manières, qui englobent différentes notions. Donc, ce schéma résumait bien l'idée que l'IA, c'est une grosse boîte où il y a plein de choses dedans, et notamment les techniques les plus avancées sont celles du machine learning, donc de l'apprentissage machine ou de l'apprentissage automatique en français, donc qui rassemble plein de technos différentes, et au sein du machine learning, on a les réseaux de neurones artificiels qui sont très à la mode depuis quelques années, et notamment le deep learning qui a beaucoup d'améliorations de performance sur plein de sujets différents, traitement d'images ou autres. Et on va voir dans la séquence, ce qui est important pour nous, c'est de se concentrer sur le machine learning, qu'on différencie des systèmes experts, qui sont parfois appelés IA. Mais donc je vais vous présenter ici pourquoi est-ce qu'on les différencie. Donc les systèmes experts, ça va être des systèmes, des algorithmes avancés, on va dire, où on va avoir tout un tas de règles qui vont être écrites par des experts humains. Donc ça va être en fait une approche scriptée. Ce qui a c'est que toutes les problématiques avec des systèmes experts. Oui. Léo, il y a quelques coupures sur le son. Peut-être si tu coupes la caméra, ça stabilisera un peu le son. Ok, pas de souci. Est-ce que c'est mieux? Vas-y, on va voir. Ok, pas de souci, merci. Donc les systèmes experts ont quelques limites. On ne dit pas qu'il faut totalement les abandonner pour faire que l'IA, bien sûr que non. Mais ils ont des limites dont il faut avoir confiance. On ne peut pas résoudre toutes les problématiques avec des systèmes experts. Il y a certaines problématiques sur lesquelles on ne connaît pas forcément les règles qu'il faudrait mettre en place pour répondre à la problématique. Il y a certains sujets sur lesquels les règles qu'on pourrait designer sont pas forcément les meilleures. Et sur des sujets et des problématiques complexes, mettre en place de tels systèmes, c'est complexe, c'est coûteux en temps et en ressources, et c'est des systèmes qui sont très durs à maintenir dans l'évolution temporelle de l'environnement. Et donc à côté, on a des approches machine learning, donc j'ai mis quelques exemples de techno ou de typologies de techno qui existent dans ce monde-là, donc des approches probabilistes, des arbres de décision, des réseaux de neurones artificiels, il y a plein de technos différentes qui existent. Et l'objectif derrière ces technos, c'est que l'humain n'ait pas à définir lui-même les règles de résolution d'une problématique, mais de mettre en place des apprentissages pour que la machine trouve par elle-même des règles pour résoudre ces problèmes. Donc nous, on va vraiment se concentrer sur cette approche machine learning de l'intelligence artificielle. Donc, on va passer maintenant à la partie l'IA dans la boîte à outils du hacker éthique. Et donc, on va explorer différentes possibilités. Donc, en premier lieu, l'IA pourrait servir à l'identification des cibles.
Donc là, on est sur des technologies qu'on appelle plutôt des technologies de classification, où donc à partir de certaines données d'entrée, des systèmes, des technologies peuvent sortir derrière des réponses de reconnaissance en fait en quelque sorte. Donc on y voit là un intérêt potentiel pour identifier des services, des technologies, des versions, des modules ou quoi que ce soit d'autre, à partir de tout type d'informations qui pourraient être récupérées, donc des headers, des formats de retour, des codes sources, voire même des captures d'écran. L'idée, c'est que sur ce type d'outils, on a aujourd'hui dans le monde des Red Team des outils qui marchent très bien avec des systèmes experts, notamment parce que il y a énormément d'informations en clair retournées par les différents outils. Mais on peut imaginer à l'avenir, si les entreprises ont un niveau de maturité un petit peu supérieur d'un point de vue cyber et restreignent beaucoup plus les informations accessibles en clair, que des systèmes experts vont avoir un petit peu plus de mal à reconnaître des patterns ou à faire du string matching ou des choses comme ça. Et donc des approches par apprentissage pourraient potentiellement permettre d'aider les Red Team dans l'identification de ce genre d'informations. Et donc je vous ai mis à côté un petit lien vers un projet open source qui explore parmi les modules qui sont dedans l'utilisation d'une approche statistique de machine learning pour identifier les technologies à partir de mots-clés présents dans les pages et dans les retours des requêtes. Donc c'est un premier cas d'usage. On va voir ensuite un deuxième cas d'usage possible. Le cas de la génération et du camouflage de code malveillant. Donc je vais faire d'abord un petit focus techno et IA pour éviter d'utiliser trop vite des mots qui sont pas forcément clairs pour tout le monde, et notamment un petit focus sur les GAN. Donc les GAN, c'est une technologie de deep learning qui a permis des avancées assez phénoménales dans la génération, notamment la génération d'images. Donc je vous ai mis ici des exemples d'applications de cette technologie. On a là sur le côté gauche des visages de personnes qui n'existent pas. Donc des visages générés totalement artificiellement. Donc là c'est un modèle qui s'est entraîné sur des visages de célébrités, donc on peut reconnaître un peu des typologies de visages qui peuvent nous faire penser ou évoquer certaines personnes connues, mais au final aucun de ces visages correspond vraiment à une personne existante. Et donc on voilà une première possibilité, générer des choses un petit peu de zéro qui soient quasiment aussi équivalentes à la réalité. Et on a sur la droite d'autres exemples, ce qu'on appelle le transfert de style, qui permet de modifier une donnée d'entrée pour la faire passer dans un autre domaine de style. Donc on a des exemples de transformation de cartes en photos, par exemple, de photos en noir et blanc en photos en couleur, de dessins en photos ou des choses comme ça. Donc c'est des cas d'application de cette technologie-là qui sont notamment les technologies utilisées aujourd'hui pour faire les deepfakes, qui sont quand même assez connus du grand public. Donc on va voir en suivant un petit peu plus dans le détail comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on met en place ce genre, comment cette technologie est arrivée à ce niveau de performance. Donc je vais pas non plus trop vous perdre dans les détails techniques, mais l'idée générale derrière les GAN, c'est qu'on va entraîner deux modèles à la fois, deux réseaux de neurones à la fois, donc le réseau générateur et le réseau discriminateur en anglais. Le générateur, lui, va s'entraîner à générer une donnée quelconque, donc par exemple une image, et le discriminateur, lui, va essayer de différencier les images générées, donc les images fausses, d'images réelles issues d'un jeu de données d'entraînement. Et donc en fait, ces deux modèles vont s'entraîner l'un contre l'autre, tout simplement. Et donc le générateur va s'entraîner à tromper le discriminateur, et le discriminant va s'entraîner à différencier les vraies et les fausses images. Et donc là, on a directement sur ce principe-là une application concrète dans le monde de la sécurité. On peut imaginer en fait entraîner un générateur directement à tromper des systèmes existants de reconnaissance de code malveillant. Et on pourrait aussi, en même temps, de la même manière, entraîner un système de détection de code malveillant contre ce même générateur pour que ces deux systèmes deviennent meilleurs l'un et l'autre ensemble. Donc sur la slide suivante, je parle un petit peu plus en détail. Donc avec ces technologies de génération de code, on peut donc entraîner à la fois un attaquant et un défenseur en quelque sorte sur l'idée du code malveillant. On peut imaginer aussi une utilisation pour transformer un code malveillant en code malveillant camouflé, pour essayer de bypasser les systèmes de sécurité. Et donc ça permettrait aux équipes, au Red Team, d'avoir des outils en plus pour bypasser les défenses et trouver des failles dans les systèmes, vérifier à quel point les SOC ou systèmes de détection quelconque sont pertinents, et pourrait permettre aussi
cette typologie de technologie permettrait aussi de générer à la volée le code d'injection adéquat en fonction du contexte de l'attaque, donc type d'injection qu'on a envie de faire, de la technologie en face, des systèmes de défense identifiés en face. Donc je vous ai mis aussi ici quelques ressources intéressantes de projets qui font des choses ici. Donc on a un premier projet qui est une approche d'apprentissage justement sur ce type de technologie pour générer du code d'injection, notamment pour détecter des XSS, et il s'entraîne à bypasser des WAF. Donc c'est un projet à l'état de POC qui montre que la technologie peut fonctionner sur ce sujet-là. Et on a aussi un petit peu plus dans la projection dans l'avenir, récemment DeepMind, une entreprise assez connue dans le monde de l'intelligence artificielle, qui a réussi à entraîner un système à écrire du code source directement, qui arrive à résoudre des challenges de code. Donc on peut se projeter dans l'avenir à avoir des systèmes automatiques qui arrivent à écrire de zéro de nouveaux codes d'injection qui soient différents de ceux déjà connus et donc qui permettent de bypasser les systèmes de détection et de défense. Et donc, en suivant, on va voir encore une autre approche possible, un outil d'aide au social engineering. Donc avec ces technologies de génération, on peut générer des images, on peut générer du code source, on peut générer du texte, on peut générer du son, on peut générer tout plein de choses. Et donc ces outils pourraient aider dans des campagnes Red Team. Il y a parfois des phases de social engineering, de phishing ou autre. On pourrait donc assister les équipes de Red Team avec ce genre de technologie pour les aider à générer automatiquement des faux mails, des fausses photos, des fausses voix, des choses comme ça pour essayer de tromper le personnel de l'entreprise, essayer de trouver une porte d'entrée au sein de l'entreprise. On peut imaginer aussi avec des technologies de classification qu'à partir des données récupérées en source ouverte sur les employés de l'entreprise, on puisse mettre en place un système qui détecte automatiquement, on va dire, quelles seraient les personnels au sein d'une entreprise qui seraient plus sensibles à se faire avoir par du phishing ou autre, ou qui seraient de potentielles portes d'entrée dans une structure ou dans une organisation. Donc on voit ici avec différents exemples qu'on n'est pas tout à fait dans de la projection futuriste, parce que c'est des choses qui existent déjà dans l'environnement cyber, et notamment on a en janvier 2021 une banque du Moyen-Orient qui s'est fait voler 35 millions de dollars, et la banque a été trompée, un des employés de la banque a été trompé avec un appel téléphonique derrière lequel il y avait un deepfake d'une voix d'un client de cette banque qui a validé les transferts d'argent. Donc c'était bien sûr pas le vrai client. Donc c'est des technologies qui sont déjà potentiellement utilisées par des équipes malveillantes. Donc il serait intéressant de faire rentrer dans les process des équipes Red Team et de défense pour sensibiliser les équipes et vérifier leur niveau de sensibilisation sur ces sujets-là. On a aussi un autre exemple donc d'un article du site silicon.fr qui parle justement de l'utilisation des technologies de génération de texte pour automatiser des campagnes de phishing. Donc on a quelques exemples dedans qui sont assez intéressants, et notamment il parle dedans d'une étude où avec des tweets générés automatiquement incitant les utilisateurs à cliquer sur des liens vérolés, ils ont un taux d'ouverture similaire à des tweets écrits à la main par des experts, mais donc générés par des systèmes automatiques. Donc ça permet d'avoir d'optimiser le temps passé, bien sûr. Et j'ai mis une ressource plus orientée IA, donc d'une technologie publiée par OpenAI, qui est un autre grand acteur du monde de l'intelligence artificielle, où il y a des exemples de génération de texte par IA, où on peut donner à la technologie un début de texte et il va écrire derrière toute une page entière en développant l'idée exposée au début, qui paraît tout à fait crédible mais qui n'est basée sur rien. C'est de la fake news, mais ça peut aider des attaquants ou des red teams à écrire des textes qui rajoutent de la crédibilité, du contenu sur un sujet pour essayer de gagner la confiance du personnel derrière. Donc, on a vu ici quelques approches, quelques techniques qui pourraient être employées, qui pourraient être utiles dans la boîte à outils des Red Team et des Pentesters. On va maintenant se concentrer sur la partie où on se projette sur une IA en autonomie. Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter directement on va dire aux utilisateurs finaux, donc au RSSI, au DSI. Donc, on va en suivant voir en premier encore une petite partie techno.
Donc, l'IA en autonomie, en plus de toutes les techniques qu'on a pu voir avant, où sur des points techniques précis, l'IA peut apporter de la pertinence sur des points précis, on peut imaginer mettre en place des comportements autonomes avec l'intelligence artificielle, et notamment avec un type d'apprentissage qui est l'apprentissage par renforcement, qui a fait ses preuves dans le monde de la recherche sur différents exemples que je vous ai remis ici. C'est pas les seuls, mais c'est ceux qui, pour moi, en tout cas, sont les plus marquants. Où en 2016, on a une intelligence artificielle qui a battu le champion du monde humain du jeu de Go, 4 contre 1, enfin, 4 matchs gagnés contre 1. Donc, qui a été quand même une belle avancée. Et depuis, bien sûr, il y a des versions améliorées qui ont été faites, qui sont encore meilleures, donc qui battent le champion du monde machine. Et en 2019, on a OpenAI qui a publié donc une intelligence artificielle qui arrive à jouer au jeu Dota. Donc, je sais pas si tout le monde connaît ce jeu, un jeu vidéo qui se joue en équipe, en 5 contre 5, qui nécessite à la fois donc du micromanagement, donc de la gestion micro des déplacements et d'utilisation des compétences, et du travail d'équipe, de la collaboration, de la coopération, pour réussir à vaincre l'équipe adverse. Et donc leur équipe d'intelligence artificielle a réussi à battre l'équipe championne du monde en titre en 2019. Donc des moments assez forts où l'intelligence artificielle a dépassé sur des sujets précis l'humain. Donc ça montre que l'IA peut apprendre des choses. Donc on va voir un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on peut mettre en place de tels apprentissages. Donc sur les technologies qu'on a vues précédemment, les apprentissages se mettent en place avec des jeux de données. C'est des choses, je pense que tout le monde en a entendu parler, avec le big data, ça, on a beaucoup de données accessibles, et donc si on a des données d'exemples, on entraîne des systèmes avec des exemples. Dans le cas de la mise en place de comportements autonomes, c'est assez dur d'avoir des jeux de données représentatifs de toutes les possibilités qu'on peut rencontrer, donc soit dans un jeu vidéo, soit dans la conduite de voitures autonomes, soit dans différents sujets, dans la mise en place par exemple d'un test d'intrusion. Et donc on va entraîner notre intelligence artificielle à avoir un comportement autonome avec un système d'interaction avec un environnement et de récompense. Donc on voit là une petite représentation schématique où notre IA se trouve dans la boîte agent, et elle va à chaque instant envoyer une action à l'environnement qui va l'interpréter et faire avancer la simulation, et retourner derrière le nouvel état de la vision de l'agent. Donc dans le cas de Pac-Man, c'est une capture d'écran tout simplement, et une récompense associée, et l'IA derrière va apprendre à avoir un comportement efficace en maximisant sa récompense. Et donc en fait, en appliquant ce même principe à des environnements de simulation de tests d'intrusion ou de red team, on pourrait mettre en place des apprentissages pour avoir des comportements autonomes de pen tester ou de red team ou de hackers éthiques, pour mener à bien un petit peu de bout en bout des audits. Donc, une fois qu'on a vu un peu la partie techno, on va s'intéresser un peu à l'intérêt que ça aurait pour les utilisateurs. Donc on aurait déjà la possibilité d'internaliser des compétences d'audit avancées directement chez les entreprises, dans les directions SI. On pourrait avoir, vu qu'on est sur de l'automatisation, une couverture permanente de chemins d'attaque poussés, on pourrait faire de l'exploitation, de la propagation, etc. Et ça permettrait potentiellement d'avoir un pilotage des risques cyber qui soit plus orienté qualité que quantité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils à disposition des RSSI ou des DSI vont avoir tendance avec les scanners de vulnérabilité ou autres, à faire remonter énormément d'informations, énormément de failles, sans avoir forcément la capacité de vraiment les lier les unes avec les autres et de les valoriser pour vraiment faire sortir les chemins d'attaque les plus intéressants, ce que ce genre de technologie pourrait permettre de faire, en faisant ressortir non pas une liste exhaustive de vulnérabilités à plat, mais directement des chemins d'attaque exploitables par des attaquants malveillants, qui permettraient de prioriser plus facilement les chantiers de remédiation à mettre en place pour sécuriser au mieux les entreprises. Donc, si on reprend la manière de présenter l'information qu'on avait avant, avec de l'apprentissage par renforcement, on peut mettre en place des comportements autonomes. On pourrait donc avoir un système qui a un comportement qu'on pourrait potentiellement paramétrer, qu'on pourrait potentiellement contrôler. Donc pour mettre en place des typologies d'attaques différentes, on pourrait mettre en place chez soi un système d'audit autonome qui ciblerait une typologie d'attaque externe ou interne ou autre. Et on pourrait aussi, grâce à ce genre de technologie, avoir des attaques qui seraient plus variées et potentiellement un peu plus créatives que les attaques scriptées qu'on peut avoir dans les technologies de type Breach and Attack Simulator. Donc là encore, je vous ai mis quelques ressources qui peuvent être intéressantes, qui vont un peu dans ce sens-là. Notamment un repo Deep Exploit qui met en place
ce type d'apprentissage pour faire le lien entre la sélection d'exploits, Metasploit à partir des résultats d'un scan Nmap, et une autre ressource donc publiée par Microsoft, qui est un simulateur de test d'intrusion qui permet de jouer à la fois en tant qu'attaquant ou en tant que défenseur, et donc qui a été conçu et publié en open source pour aider la recherche dans l'entraînement de technologies d'IA sur ce sujet-là, à la fois d'un point de vue attaque et d'un point de vue défense. On a aussi la possibilité d'avoir un apprentissage qu'on dit online, donc en cours de production, avoir un système qui apprenne pendant son utilisation pour s'améliorer. Donc on aurait la possibilité de faire évoluer ce comportement au fur et à mesure du temps, notamment potentiellement d'avoir des inputs des RSSI pour explorer les chemins d'attaque qui soient les plus intéressants, que le RSSI puisse dire ah, ce chemin d'attaque là il nous intéresse pas vraiment, il apporte pas de valeur, ou il aboutit à un flag qui est pas si grave que ça, mais ce serait mieux d'explorer vers là-bas. Donc on pourrait avoir un système qui évolue dans le temps et qui se spécialise pour apporter le plus de valeur au RSSI, et qui puisse aussi se spécialiser sur le SI de l'utilisateur pour exploiter au mieux ses faiblesses et les faire ressortir mieux auprès du RSSI pour qu'elles soient comblées de la meilleure des manières. Donc voilà pour le panorama un petit peu de l'IA en autonomie. Donc pour en faire un petit résumé, avec l'IA, avec ce type de technologie, on pourrait donc avoir des approches automatiques de l'audit, donc potentiellement illimitées pour les utilisateurs, donc avec ces enjeux de faire un audit, un pentest ou un red team une fois par an, une fois tous les 2 ans. On pourrait renverser un petit peu la balance et permettre au RSSI d'en faire à chaque fois qu'ils en ont besoin, donc à chaque évolution du SI, à chaque nouvelle release ou autre, donc plus de flexibilité. On pourrait rendre le système plus configurable pour que justement les directions métiers de gestion des risques cyber au sein des entreprises puissent mieux configurer quelle typologie d'attaque on va mettre en place, quelle typologie d'attaquant on veut matérialiser dans ce test technique. Donc bien sûr, on est sur des choses qui sont évidemment traçables, hein, il faut qu'on puisse tracer et garder le contrôle de tout ça. Et vu qu'on est sur de l'automatisation, on peut avoir quelque chose qui est reproductible, qui ne dépend pas d'un facteur humain en cours d'audit, qui apporterait un petit peu de variabilité dans ces audits. Et donc, quand même, les limites actuelles et les risques associés, risques futurs de ce genre de technologie. Donc, avec les exemples que je vous ai montrés là, on voit que la technologie, d'un point de vue recherche, est quand même suffisamment mature pour aboutir à énormément de choses intéressantes. Et justement, les chercheurs commencent à vraiment publier des papiers sur l'application concrète de ces technos sur le monde du test d'intrusion et des red teams. Donc, c'est un sujet où on est en plein dedans, on n'est pas trop futuriste en parlant de ça en fait. On a un problème bien sûr aussi sur les données d'apprentissage où pour mettre en place tout ce genre de technologie, elles ont besoin soit d'environnement de simulation, soit de données d'apprentissage. Donc c'est une limite actuelle de réussir à avoir des données représentatives et un peu exhaustives de ce qui arrive dans le monde de la cyber. On a des enjeux bien sûr de qualification et de contrôle de cette IA, parce qu'on est sur potentiellement un pen tester autonome, donc il faut faire attention à en garder le contrôle, à ce qu'il n'y ait pas de risque pour l'intégrité du SI du client, bien sûr, que l'IA ne vienne pas donc par son automatisation casser les systèmes, empêcher la mise en prod ou le bon fonctionnement des entreprises, bien sûr que non. Il y a un risque aussi autour de ces technologies que l'usage soit néfaste ou détourné, utilisé par des hackers malveillants, et c'est déjà le cas en fait, comme on l'a vu dans les exemples. Il faut aussi que la mise en place de ce genre d'outils pour les équipes, pour la sécurisation des entreprises, ne soit pas un énième outil qui soit difficilement actionnable par les utilisateurs. Il faut mettre l'effort sur l'interprétabilité des résultats et rendre les rapports qu'on pourrait en sortir vraiment actionnables et utilisables directement. Il faut faire attention aussi, l'IA c'est bien, l'IA c'est à la mode, on en parle beaucoup, ça fait vachement effet buzzword, mais c'est pas la solution à tout. On a parlé au début des systèmes experts, aujourd'hui il y a plein de systèmes experts aussi dans le monde de la cyber qui marchent très bien, et tant que ça marche bien, il n'y a pas de raison de se forcer à mettre en place des systèmes IA pour les remplacer. Il faut pas faire de l'IA pour faire de l'IA, il faut se concentrer sur la valeur que peuvent apporter ces technologies, les nouveaux usages que peuvent apporter ces technologies à la sécurisation des entreprises. Et aussi,
C'est techno, ça demande pas mal de ressources et de compétences quand même assez poussées, donc à la fois des ressources humaines mais aussi des ressources matérielles, hein, en termes de puissance de calcul ou autre. Et donc le coût de mise en place de telles solutions, on va dire en production, hein, est clairement non négligeable. Donc voilà, sur les limites et les risques futurs de la techno. Donc si Adi s'est reconnecté, je vais lui laisser faire le petit point sur Knock Knock. S'il n'est pas connecté, je m'en occupe, il n'y a pas de souci. Et donc notre objectif, c'est de renforcer les capacités d'audit et de gestion de la sécurité d'information des responsables. Donc on veut permettre par l'automatisation des évaluations plus fréquentes sur des périmètres potentiellement plus importants que ce que les moyens permettent aujourd'hui à des petites et moyennes entreprises, dans l'objectif d'essayer de dépasser le niveau des attaquants avant que les menaces se concrétisent, bien évidemment. Donc pour arriver à ça, hein, l'idée c'est qu'on œuvre à mettre en place ce qu'on appelle un hacker, qui est un peu cette promesse d'un hacker autonome qui soit à demeure chez le client et qui puisse être activé à la demande du client directement sur son propre système d'information, qui va mettre en place un audit d'intrusion, donc qui va à la fois cartographier le système d'information, découvrir les failles, les chemins d'attaque et les exploiter, aller jusqu'au bout de l'audit, et aider à l'analyse et la priorisation des résultats trouvés. Donc avec une approche qui soit automatique, exhaustive et bien sûr contrôlée. Il faut que le RSSI puisse garder le contrôle sur cet outil-là, hein, et qu'il ne soit pas lâché, on va dire, librement dans le SI de manière sauvage. Donc un petit point sur l'équipe d'associés, hein, qui a cofondé cette entreprise. Donc je vais commencer par Arthur, notre CEO, qui n'est pas présent aujourd'hui. Lui, il vient du monde du design produit, de l'organisation agile, du marketing, de l'innovation, donc tout plein de sujets structurels qui nous aident à avancer à avoir les meilleurs outils. Donc c'est pour ça que le projet était revenu un petit peu de fait. Hadi El-Khoury, donc qui est dans le monde de la cyber depuis plus de 20 ans, qui connaît bien les enjeux, les besoins des entreprises et tout ça, et donc qui est responsable de cette expertise cyber et du go-to-market produit. Et moi, Léo Dupuy, je viens plutôt du monde de l'intelligence artificielle à la base. Donc je suis plutôt jeune dans le monde de la cyber, mais je fais tout ce que je peux pour monter en compétences au plus vite. Et donc qui est responsable des parties développement, R&D, IA et techno et du développement produit. Et donc c'est tous les trois ensemble qu'on essaye de concrétiser un petit peu cette vision et cette promesse pour aider les entreprises à se sécuriser. Donc voilà, merci de votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, on essaie d'être assez actifs sur des posts qui puissent être intéressants un peu pour tout le monde, donc Knock Knock FR. Et si vous avez envie, vous pouvez nous contacter par mail directement aussi.